Première conférence de la FNSEA Centre Val-de-Loire sur le stand à Innovagri. Alors c'est une conférence qui va se dérouler donc sur le thème du photovoltaïque sur les toitures, parce qu'un nouvel arrêté tarifaire a été publié en octobre 2021 et c'est un arrêté qui fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par des centrales photovoltaïques implantées sur des bâtiments, des hangars et des ombrières. La grande nouveauté par rapport à cet arrêté de 2021 par rapport à 2017 est qu'il ouvre l'accès du guichet ouvert aux centrales de 100 à 500 kW crête et qu'il facilite aussi les projets sur les grands bâtiments, ce qu'on attendait. C'est un arrêté qui avait été annoncé au Salon de l'Agriculture. Et depuis sa publication, le tarif de rachat est en constante augmentation avec un montant qui reste toujours supérieur pour la tranche de 100 à 500 kW crête par rapport à la tranche inférieure. Je vais vous mettre une petite slide sur l'évolution des tarifs de rachat selon les tranches. Voilà, donc c'est un document qui provient de la Creux qu'on peut retrouver sur internet et qui fait état de l'évolution des tarifs depuis le 1er novembre 2022 jusqu'au dernier trimestre 2023. En parallèle de cela, depuis quelques mois, on assiste à la baisse du prix des modules photovoltaïques. Depuis le début de l'année 2023, la baisse des prix de gros est en moyenne de 20%. Et de près de 30% par rapport au mois de juillet 2023. Donc une augmentation des prix de rachat, une baisse du prix des panneaux photovoltaïques, un stock important de produits qui sont disponibles en Europe, estimé à plusieurs dizaines de gigawatts, donc on a du stock, et la commercialisation de produits de nouvelle génération sortis de nouvelles usines asiatiques laisse présager d'une poursuite de la baisse des prix dans les prochains mois. Vous avez ici l'évolution, un graphique qui représente l'évolution du prix des modules à la baisse, donc avec à chaque fois les trois gammes. La courbe ici c'est pour les panneaux d'entrée de gamme, les produits courants et les panneaux de haut de gamme. Et enfin, depuis le 10 mars dernier, la loi pour l'accélération des énergies renouvelables prévoit de déployer plus rapidement les énergies renouvelables dans le but de répondre aux objectifs nationaux en la matière, c'est-à-dire qu'il y ait 40% d'énergie renouvelable dans la production d'électricité cette année et d'atteindre une production en énergie verte de 100 gigawattheures en 2050 alors qu'on n'est qu'à 16 en 2022. Dans ce contexte, lors d'une réflexion sur le projet de bâtiment ou de rénovation en toiture, la mise en place d'une installation photovoltaïque apparaît judicieuse. D'autant plus qu'en région Centre Val-de-Loire, l'ensoleillement offre un potentiel intéressant du développement du solaire thermique et photovoltaïque. Produire de l'électricité grâce à vos bâtiments peut être un moyen de financer tout ou partie d'une rénovation ou d'une construction. Photovoltaïque en toiture, en agriculture, opportunité, c'est le thème de notre conférence cet après-midi. Quelles solutions s'offrent aux agriculteurs en la matière? Quelles sont les étapes pour mener un projet? Comment le financer? Pour répondre à ces questions, nous accueillons 4 invités. Monsieur Romain Roy du groupe Roy Énergie, Monsieur Jérôme Boulan de l'agence Conseil Transition Énergétique du Crédit Agricole, Monsieur Éric Delorme, agriculteur à Chaussy dans le Loiret et équipé d'une centrale photovoltaïque sur ses bâtiments, et Monsieur Bruno Villa de la FNSEA, membre de la commission environnement et président de la FDSEA des Pyrénées-Orientales. Romain Roy, je vous laisse vous présenter votre entreprise et le contexte du photovoltaïque, les différentes solutions qui s'offrent aux agriculteurs et les étapes pour mener un projet. Il marche, oui. Merci Claudia, merci, bonjour à toutes et tous. Donc, vous avez dit déjà beaucoup de choses sur le photovoltaïque. Je vais refaire un petit retour dans l'histoire pour qu'on comprenne et parfois qu'on combatte aussi un petit peu la rentabilité, parce qu'on voit le tarif de rachat, on voit les investissements, et puis parfois nous on a beaucoup de questions sur combien coûtait le photovoltaïque avant, c'est moins rentable, c'est plus rentable. Si on met que la notion de rentabilité et qu'on ne parle pas de la préservation du patrimoine ou d'un élément de diversification de vos revenus ou de partie de résilience demain grâce à l'autoconsommation, je crois qu'on a oublié beaucoup de sujets aujourd'hui. Donc on a 10 minutes. Moi j'entame ma 15e année dans le solaire photovoltaïque. Donc au sortir des études, j'ai décidé de partir sur un métier de la transition. Donc vous êtes aussi dans un monde un peu en transition également dans le milieu agricole. La partie photovoltaïque, à l'époque, vous voyez le prix du panneau là, Claudia, que vous nous avez montré, à l'achat on était plus de 10 fois plus élevé sur le panneau. Alors certes, on avait des tarifs de rachat qui étaient à 60 centimes contre ce que vous nous avez montré à 12 centimes, en gros divisé par 5. Mais le solaire lui coûtait 10 fois plus cher et au mètre carré, je mettais 105 watts au mètre carré. Aujourd'hui, on arrive à 220 watts au mètre carré.
Peut-être que vous avez réfléchi à des projets photovoltaïques il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, et puis la rentabilité n'y était pas. Ces projets mériteraient d'être réengagés et revus. Alors chez Groupe Pro Énergie, on est une entreprise locale, un peu plus de 100 salariés, 8 ans d'existence, totalement intégrée. On n'a pas de sous-traitance et de co-traitance sur nos métiers. Ça veut dire que la charpente, la couverture, la construction, c'est chez nous, le bureau d'études, le SAV, voilà, tous les métiers sont intégrés chez nous. On est capable de vous accompagner sur des projets de construction de bâtiments. Cette année, Groupe Pro Énergie va construire plus de 50 000 m² de bâtiments agricoles. Et on rénovera ou accompagnera d'autres constructeurs sur un peu plus de 150 000 m². On va être à plus de 200 000 m² de solaire photovoltaïque installés. Principalement toiture et construction. On fait aussi tout ce qui est ombrière dans les autres marchés. C'est moins dans votre domaine d'activité, à part pour peut-être les animaux, mais on ne va pas sur le domaine des animaux. On a un avis assez tranché sur le sujet, c'est le photovoltaïque, d'abord la toiture, d'abord les parkings, et d'abord les potentiels existants. Je vais vous donner un chiffre pour que ça vous parle. Si on installait l'intégralité des parkings en France, l'intégralité des toitures de plus de 1000 m², et on est beaucoup à avoir des toitures en dessous, on fournirait l'Europe. Donc avant de se dire qu'on va en mettre partout dans les champs, faisons déjà des potentiels existants. Laissons les terres à l'agriculture, laissons les terres à la biodiversité, laissons les terres à la nature ou à l'alimentation. Avant de dire qu'on va mettre du photovoltaïque partout. Parce qu'il y a une grosse pression, le territoire du centre Val-de-Loire la subit peut-être un peu moins, mais on a des terres qui sont moins importantes et nous on s'aperçoit qu'on doit faire beaucoup de pédagogie par rapport à ça. Et un peu comme les conflits qu'on a sur les bassines, j'ai peur que dans le temps on se retrouve avec des conflits sur des champs solaires photovoltaïques. Et je veux aussi aujourd'hui vous alerter sur ce sujet-là. Voilà. Donc le retour sur investissement d'un bâtiment existant est presque plus performant que jamais, parce que vous avez bien résumé deux conjonctures qui sont en train d'être favorables au marché. Même si les 2 dernières années on avait vu un niveau d'inflation sur les panneaux, sur les matières premières, comme dans tous les domaines qui étaient importants, on avait des retours sur investissement très régulièrement dans la région centre Val-de-Loire en moins de 8, 9 ou 10 ans. Sur les tarifs en augmentation avec des produits qui baissent. Alors attention, si vous avez des offres de panneaux photovoltaïques, on s'est fait avoir clairement l'année dernière. On n'a pas réimpacté à nos clients l'intégralité des hausses, donc il est normal qu'on prenne un peu de garde-fou et que entre vos démarches administratives et l'installation du solaire photovoltaïque, il y a une révision de prix à votre faveur. Normalement c'est dans ce sens-là que ça marche. Dans l'autre sens, vous ne voulez pas en entendre parler. Je l'ai vu l'année dernière. Donc, mais bon, c'est le jeu du commerce. Les prix sont en train, pour certains panneaux, de s'effondrer. Le marché mondial de la construction du solaire photovoltaïque est en plein essor, mais tous les pays du monde ne sont pas capables d'acheter des panneaux. Donc le marché européen achète des panneaux, le marché nord-américain achète des panneaux, mais après la Chine et le reste, on n'y est pas. Donc on a des effets matières premières qui sont en train de tomber, des effets transfert de ces matières premières. Il y avait des gros coûts sur le transfert maritime qui sont en train de tomber. Donc les matières premières sont en train de tomber, c'est la bonne nouvelle pour les prix des centrales. Mais on n'est pas à horizon moins 30% sur les devis entre juillet 2023 et juillet l'année dernière. Sur le panneau, il y a des baisses de 30% du prix qui restent à objectiver le jour où ils arrivent chez nous. Et, alors attention à ne pas attendre 30% de moins. Une centrale photovoltaïque, je vais vous prendre des chiffres ronds, même si celle-ci elle est absolument personnalisée à chaque fois. Et je vous ai ramené des plaquettes sur les différents métiers de l'entreprise, mais on a plein de confrères qui font souvent les mêmes métiers, peut-être pas tous en même temps, mais souvent les mêmes métiers. Donc dans vos territoires, vous comparez avant de faire un achat, mais je pense que dans le marché agricole, dans le marché professionnel, c'est quand même un réflexe plus important. Mais vous connaissez aussi des particuliers, on traite le particulier, je vous le dis, ça vous pouvez l'étendre facilement dans vos quartiers ou dans les fermes voisines. Il faut comparer, comparer. Que ce soit pour un achat pour vous personnellement ou un achat pour un professionnel, soit on se renseigne auprès de gens qui sont réellement professionnels, soit on prend les conseils auprès de syndicats ou de réseaux qui peuvent vous accompagner, ou des banques. Dans le professionnel, c'est un peu moins embêtant. Donc sur 500 m², votre centrale photovoltaïque coûtera à l'achat entre 65 000 € et 90 000 €, en fonction de la qualité du bâti et du support, s'il n'y a pas de rénovation. Si vous voulez faire de la rénovation, c'est-à-dire que vous voulez faire de la construction, vous supporterez le coût du bâtiment. Les bâtiments ont beaucoup évolué, je vous l'ai dit, comme les panneaux. Alors là, on a des diminutions d'acier ou du bois qui sont vraiment significatives par rapport à l'année dernière et qui sont objectivées. Donc cette centrale-là va faire quoi pour 500 m², 65 000 à 90 000 € d'investissement? Vous allez fabriquer en revente totale un des modèles économiques qui était largement diffusé avant parce que le tarif de rachat était très élevé par rapport au tarif que nous achetions. Donc la logique était de revendre son intégralité.
Mais on a complètement inversé la tendance entre ce qu'aujourd'hui on achète et ce que vous êtes capable de revendre. Même si on revend, on a vu 12 ou 13 centimes à peu près, avec un tarif qui est réévalué chaque trimestre. Vous êtes capable de faire des économies si vous avez une source de consommation à côté. Donc il y a le premier modèle économique revente totale qui va faire environ une marge, un chiffre d'affaires brut d'environ 13-14 000 euros, région Centre-Val de Loire. Si vous êtes capable d'autoconsommer plutôt que de tout vendre, vous pouvez nettement améliorer le produit de cette production. Et là, c'est quand vous êtes sur une autoconsommation en direct. Je pense aux puits d'irrigation, je pense aux groupes froids agricoles, je pense aux petites chaînes de production, je pense à l'éclairage, la ventilation. On vient sur ce qu'on appelle le TGBT, qui est le plus proche de votre source de production. On passe par le TGBT pour alimenter vos consommations électriques. Et une belle journée comme vous avez aujourd'hui, si vous avez une consommation, vous passez par votre consommation. Donc l'équation n'est pas de la revente totale. Vous allez calculer cette partie-là sur l'économie que vous générez à côté. Et là, on a des équations qui peuvent monter à 20, 25 000 euros. On a des clients l'année dernière qui étaient sortis des contrats de revente, qui au lieu d'acheter un kilowatt à 1 euro, c'était très ponctuel. D'ailleurs, tant mieux pour l'activité, mais le kilowatt est pas redescendu à 42 euros le mégawatt. On était à 1000 euros le mégawatt, qui ont pu économiser des fortes augmentations de l'énergie. Cette forte augmentation de l'énergie, c'est sûrement les prémices de ce qui va se passer à horizon 10, 15 et 20 ans. Les risques de blackout, les risques d'approvisionnement. Je vous ai parlé tout à l'heure en propos introductif de diversification des revenus. Une année chaude dans vos activités avec un manque d'eau ou sécheresse ou chaleur, elle pourra peut-être demain se compenser grâce à de la production. Ça, c'est la partie économique et la bonne balance des choses qui, pour moi, est intéressante sur une toiture qui devrait être équipée en rénovation ou sur un bâtiment neuf. Mais il y a aussi la partie résilience, l'approvisionnement de la partie électrique. C'est un peu comme approvisionner en semences son activité. Demain, vous avez besoin de la matière première, vous avez besoin du carburant qui va dans vos véhicules. Moi, je pense que dans 10, 15 et 20 ans, il est fort probable que vous soyez les producteurs de l'énergie qui est utilisée sur la ferme. Donc aujourd'hui, si vous êtes intéressé à repasser dans 2 ou 3 mois, on a la plus grande batterie fixe et mobile d'énergie de batterie comme vous avez dans une voiture, sauf que celle-ci elle fait 3 tonnes, capacité fixe 250 kW et avec la mobile on est à 500 kW. Nous on s'en sert pour ne pas revendre. Toute une expérience particulière, mais il faut savoir que l'ensemble des caisses régionales, si vous n'êtes pas forcément de ce territoire, avance pour se structurer de manière à peu près similaire. Et on aura la chance d'avoir Philippe Texera qui est le directeur de cette agence et qui pourra aussi répondre à vos questions. C'est pas grave, je fais en live s'il n'y a pas de photo. Alors peut-être d'abord quelques mots sur comment se structure finalement le groupe. Alors vous savez, comme toutes les grandes entreprises, nous sommes dans cette accélération d'entreprises responsables, RSE. Et il faut savoir qu'en 2019, le groupe Crédit Agricole a mis en place son projet sociétal et qui se décline entre autres sur le fait, à un moment donné, d'être présent et de répondre présent dans l'accompagnement de nos clients et de nos territoires sur la question de la transition énergétique. Et pour cela, à tous les niveaux du groupe Crédit Agricole, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Déjà au niveau national, il y a la création de ce qu'on appelle Crédit Agricole Transition énergétique, CATE, vous allez en entendre parler, dont la vocation est à la fois d'accompagner les caisses régionales sur un certain nombre de problématiques réglementaires, de conseils, de moyens, mais aussi de se doter d'outils qui vont nous permettre, selon la nature des projets et l'importance des projets, que ce soit des projets locaux, régionaux ou nationaux, et de pouvoir intervenir sur les sujets de financement, aussi de production d'énergie, avec un vrai sujet pour nous, qui est le partage de la valeur, en particulier sur les grands projets, au-delà de 500 kW. Deuxième étage de la fusée, pour ceux qui sont en région centre, qui est déjà un peu plus connu, c'est une coopération entre les 4 caisses régionales de la région centre, qui s'appelle CAR Centre, autour des énergies renouvelables, créée en 2011, et un certain nombre peut-être ont pu avoir l'intervention d'un certain nombre d'experts en région centre, dont la vocation est de, si vous voulez, assurer, ou tout du moins être une réassurance sur les gros projets de plus de 800 000 euros entre autres, et en particulier les fameux projets méthanisation. Et puis là aussi une veille réglementaire juridique, parce que j'ai bien aimé l'intervention de M. Roy. Si aujourd'hui, en particulier le photovoltaïque, c'est quelque chose qui est relativement, c'est une technologie qui est relativement mature, n'empêche qu'il y a plein de choses trappes
juridique, réglementaire qui fait qu'un projet peut bien démarrer ou peut mal démarrer et mal finir. Alors, comment nous, au niveau de Centre-Loire, on s'est organisé pour pouvoir avancer sur ces sujets-là? Nous avons tiré l'expérience. C'est pas d'hier qu'on finance des énergies renouvelables. Il faut savoir que dès 2010-2011, quand il y a eu l'accélération, à l'époque j'étais dans une autre caisse, j'étais à Val-de-France, on a créé tout cet accompagnement d'énergie renouvelable. On s'est aperçu au fil de mesure qu'il y avait des projets qui marchaient bien, d'autres qui marchaient moins bien. Et vous savez, lorsque on a en face de nous des forces commerciales qui ne sont pas forcément à l'aise, qui sont dans le doute, eh bien souvent on est dans des surenchères de il nous faut telle garantie, il nous faut telle sécurité, etc. On avait des vrais cailloux dans la chaussure pour un certain nombre de projets entre vous, clients et nous. Et donc on a décidé en 2021 de créer une filière où on a regroupé au sein d'une agence, et c'est Philippe qui s'en occupe, une équipe d'experts, un par département, plus un expert dédié sur vraiment les projets très complexes type d'État, dont l'objectif c'est tout projet porté par les agriculteurs, les professionnels, les collectivités locales, les entreprises, doivent être vus dès le départ, avec cet expert accompagné du conseiller de l'agence. Et cet expert a vraiment une volonté de conseil pour pouvoir identifier avec le client son projet, les conditions de son projet, et surtout de valider les différents points techniques avec l'aide d'un certain nombre d'études qui sont proposées par les installateurs. Est-ce que l'étude proposée est cohérente par rapport à un certain nombre de référentiels? Déjà, on valide. Parce qu'on peut, l'installateur, ce n'est pas le cas de l'entreprisois, mais certains installateurs peuvent être tentés de majorer la production potentielle, d'accord? Économique, par rapport à les hypothèses de prix. Juridique, très important, à qui appartient le foncier? Où est construit le bâtiment? Ce sont des éléments qu'il faut regarder bien en amont et pas se réveiller au moment où on va commencer à signer les contrats. Les aspects réglementaires, toutes les problématiques de connexion, de pouvoir se raccorder, c'est quelque chose qui est parfois long, il y a parfois de nouvelles surprises qui peuvent impacter le coût, et les aspects assurantiels, et évidemment l'aspect financier. Donc cette équipe a d'abord une volonté de conseil. Évidemment, à partir de ce moment-là, à partir de ce rendu, il y a une relation forte et on émet un avis, eh bien, il y a effectivement, on reprend le métier de financier. Mais au fur et à mesure qu'on a avancé avec nos clients, il y a un certain nombre de choses qui se sont révélées. D'abord, ils nous ont dit, mais c'est bien, mais je ne sais pas vers qui me tourner. Je ne sais pas vers quel installateur. Et donc nous sommes dans une logique aussi de proposer un certain nombre d'installateurs que nous avons référencés, validés, par rapport à la solidité. Moi, je n'oublie pas ce qui s'est passé dans les années 2011-2012, lorsqu'il y a eu le changement, vous savez, de barème, où on a eu une envolée d'un certain nombre de professionnels, d'installateurs, et avec des vraies désillusions sur la qualité proposée. Or, à partir du moment où nous, on conseille, on s'engage, eh bien, on doit référencer et on check, si vous voulez, les installateurs sur un certain nombre de secteurs. Et puis, quatrième besoin qui a été exprimé, sur lequel on nous attend, c'est le fait qu'à un moment donné, un certain nombre d'agriculteurs eh bien, souhaitent ne pas porter le projet, et que ce soit un autre acteur qui le porte. Et donc on a mis en place, on a créé une filiale qui finance les investisseurs. C'est typiquement ce qu'on appelle le tiers investisseur, et qui aussi étudie la possibilité évidemment de partager la valeur avec l'agriculteur, à la fois en termes de rémunération du bail, mais aussi au niveau du capital. Donc ce sont vraiment les quatre points. Donc voilà, ça apparaît. Oh, je suis bien dans le timing. Vous pouvez passer. Conseil. On va s'arrêter là, c'est parfait. Donc j'ai dit l'essentiel en termes d'accompagnement, de conseil. Au-delà de la production d'énergie renouvelable, par rapport aux enjeux de transition énergétique, il y a effectivement la production d'énergie, mais il y a aussi d'autres enjeux. Il faut savoir qu'au-delà de cet accompagnement d'énergie, on accompagne les entreprises et les agriculteurs sur d'autres sujets, qui sont des sujets, là aussi, avec un référencement d'un certain nombre d'intervenants, sur les sujets donc, de bilan carbone, de bilan énergétique, en particulier sur les entreprises. Nous avançons aussi sur les problématiques d'autoconsommation,
et de revente, évidemment, hein, c'est ce qui a été exprimé. Et nous étudions tous les projets sur lesquels aujourd'hui les agriculteurs sont interrogés, en attendant évidemment les différents décrets, en particulier sur les sujets d'agrivoltaïsme. Autre point sur les entreprises, nous travaillons plus spécifiquement sur les sujets de fourniture d'énergie, parce qu'il y a de vrais enjeux aujourd'hui pour les entreprises, au-delà du fait qu'ils peuvent produire tout ce qui est sujet d'efficacité énergétique, et évidemment tout ce qui est sujet de mobilité douce, mobilité électrique. Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle un conseiller de transition énergétique, qui est un ingénieur qui vient du monde de l'énergie et qui est en capacité d'échanger avec nos clients entreprises pour pouvoir identifier les différentes étapes nécessaires pour que l'entreprise, le chef d'entreprise puisse avancer sur ces défis de transition énergétique, avec en particulier le décret tertiaire. Voilà en quelques mots. Donc en synthèse, une agence dédiée qui est en capacité d'accompagner chacun des projets de A à Z, dont l'objectif pour nous est de sécuriser vraiment les projets. Merci. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Besoin de compléments, d'informations? Sur vous feriez un petit peu central de référencement des entreprises, y compris sur la capacité moyen terme, c'est-à-dire la capacité à une entreprise d'être dans 15 ans pour les suites, ou c'est aléatoire. Jusqu'où irait votre audit des entreprises? C'est-à-dire que la référence, elle est liée par des éléments factuels du moment. Qui sont alors, quels sont-ils? C'est d'abord la notoriété. Deuxièmement, c'est la qualité de la prestation, le retour client. Très important. La capacité aussi à prendre en charge des sujets, je dirais, de la présente, tout ce qui est le sujet de maintenance. Comme l'a évoqué M. Roy, le projet d'énergie renouvelable, c'est un projet durable. Donc on est obligé de se projeter dessus. Alors, évidemment, on ne sait pas du tout comment sera l'entreprise dans 15 ans, dans 20 ans, mais on a suffisamment d'éléments positifs qui nous permettent, nous, de croire à cette vie. Parce que nous, vous voyez, on a été confrontés, Philippe et moi, vous en parlez que moi, mais on a été confrontés sur des clients qui nous proposaient une étude d'une entreprise qu'on ne connaissait pas. Donc on a commencé à chercher, on s'est aperçu que bon, le sirène n'était pas forcément bon, etc. Et donc nous sommes revenus vers l'entreprise, par l'entreprise, on n'avait pas le lien direct, en disant aux clients, attention, essayez, si vous pouvez travailler avec lui, mais ayez telle et telle exigence avec ce client pour sécuriser votre projet. Le mot sécurisation a été le mot déterminant dans la mise en place de cette filière pour vraiment, à un moment donné, accompagner correctement nos clients et pour éviter un certain nombre de boires, mais évidemment, on ne sait jamais ce que présente la vie, mais on essaye de mettre un certain nombre d'éléments qui nous permettent de vous protéger et de vous protéger. Peut-être pour vous donner un ordre d'idée quand même en termes de volumétrie, hein, cette agence a réellement démarré le 1er mars 2022. C'est plus de 1200 dossiers qui ont été validés par l'équipe. D'accord ? Donc derrière ça, c'est aussi une courbe d'expérience qui s'améliore à chaque fois et qui permet à un moment donné de challenger de manière plus en plus forte cette possible. Très bien, merci pour cette intervention. Éric Delorme, vous avez sauté le pas du photovoltaïque il y a 2 ans et demi. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre ferme en quelques mots et votre parcours pour devenir producteur d'énergie? Oui, Éric Delorme, je suis agriculteur à Chaussy à 5 km, production céréalière avec pommes de terre, porte-graines sur l'exploitation et des betteraves sucrières. On a fait un bâtiment frigo pour stocker les pommes de terre en 2007 et notre réflexion on l'a déjà eu pour les panneaux photovoltaïques. L'investissement était assez onéreux comme l'a dit Romain Roy tout à l'heure au départ, même si la rentabilité sur 10 ans était acceptable mais avec un risque important et des interlocuteurs qui n'étaient pas
notre secteur que je ne connaissais pas et des monteurs étrangers des pays de l'Est. Donc ça avait été un premier frein et donc le projet a été abandonné pour moi. La réflexion, on l'a eu sur un autre bâtiment qu'on a construit en 2019, donc un bâtiment de 1100 mètres carrés. Et là, le groupe Roi Énergie étant installé à quelques kilomètres, nous a fait prendre conscience des panneaux à nouveau. Donc l'investissement, il était moindre, Romain l'a dit tout à l'heure. Donc pour une production de 100 kW, l'investissement était de 78 000 €. Notre remboursement est de 5 ans, donc ce qui nous faisait entre 15 et 16 000 € par an, et on touche environ 12 ou 13 000 € de revente d'électricité par an. Voilà. Donc on a un état de 2-3 000, mais au bout de 5 ans, on a fini de rembourser nos panneaux et on a une plus-value après. Voilà. Concernant nos panneaux, ce sont des 400 kW, donc très bonne productivité. Et puis après, avec le groupe Roi, il y a une facilité d'adaptation. On a une application sur notre téléphone, donc on peut gérer suivre notre production journalière ou à l'instant T. Ça, c'est assez simple. Ils ont un très bon suivi chez eux. Donc tout ça, ça m'a décidé à franchir le pas et à travailler avec eux. Et s'il y a un problème sur la centrale ou autre, eh bien, ils interviennent rapidement parce qu'ils suivent notre production à distance. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour Éric Delorme, producteur d'électricité? Est-ce que les panneaux solaires sont compatibles avec du stockage d'engrais Yara? Alors, oui, les panneaux sont compatibles avec tout stockage, même avec de l'engrais Yara, même avec du fourrage, même avec des pommes de terre, même avec des céréales. On a une assurance qui est prise en compte. L'assurance nous coûte à peu près sur le bâtiment entre 5 et 600 € par an. Voilà. Je réponds à votre question, monsieur Petit. Si je peux dire un mot sur la production d'énergie, c'est quand même une chose importante. Ça rentre en ligne de compte aussi sur notre chiffre d'affaires. Ne négligez pas votre interlocuteur. Quand vous avez un interlocuteur qui est de proximité, qui est du local, qui est avec des emplois locaux aussi, c'est quand même très important qu'un installateur qui va être au sud de la France avec un bureau d'études en Italie et des monteurs polonais. Ça, il faut quand même en avoir conscience et je pense que c'est des éléments importants. Enfin, pour ma part, c'est des éléments déterminants. Parce qu'après, des fois, on se retrouve sur des vols de nos exploitations et on se pose beaucoup de questions. Donc quand le fournisseur, l'installateur et le réparateur, le suivi est proche, c'est quand même important et plus qu'important parce que nous, notre métier, c'est agriculteur. C'est pas fournisseur d'électricité, ni de surveiller notre onduleur, ni de regarder le recardement des panneaux, surveiller le câble qui va dans la rue pour voir si tout fonctionne bien. Eux, ils le font très bien. Donc je pense que c'est un vrai plus pour nous. Oui, aujourd'hui avec donc 3 ou 4 ans de recul de production, quelle est votre production par rapport à l'estimation qui a été faite au moment de l'étude? Alors je vais vous dire que je suis pile poil dedans. Alors c'est peut-être pas une bonne réponse, mais l'estimation elle était à environ sur le retour financier à 11 000 € et je suis entre 12 et 13 000 par an. Voilà. Et donc là sur le bâtiment, il me reste encore la place à mettre autant de panneaux. Donc on va le faire d'ici peu. Le petit bémol que l'on a, ce sont les postes sources qui sont saturés, on va dire localement sur le poste de Toury, mais ça va s'arranger fin d'année et donc on va reconstruire, on va remettre les panneaux sur le parti du bâtiment. Donc aujourd'hui on avait la législation qui nous arrêtait à 100 kg. Aujourd'hui, on a réussi à passer à 120 parce qu'ils nous ont mis un peu plus de panneaux et on les a raccordés. Après, on a prévu tout ce qui est raccordement au transformateur
Et normalement, fin d'année ou début de l'année 2024, on va passer à 200 kg. Merci Eric. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, fort de ces témoignages et de l'ambition de l'État de multiplier la production d'énergie renouvelable, quelle est la position de l'agriculture dans tout ça? Bruno Villa, vous êtes administrateur à la FNSEA, je vous laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes, donc moi je m'appelle Bruno Villa, je suis producteur. Un peu loin d'ici, là, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Moi je suis producteur maraîcher, notamment en production sous serre. Et je m'occupe du dossier photovoltaïque à la FNSEA depuis peu, puisque je suis membre du conseil d'administration depuis la nouvelle mandature du mois d'avril. Et je m'occupe du dossier photovoltaïque depuis 3 mois. Donc j'ai intégré l'équipe qui travaille évidemment sur le sujet depuis déjà un moment. Je l'ai intégré parce que notre ambition c'est justement de travailler sur un dossier majeur aujourd'hui qui concerne énormément l'agriculture et aussi pour qu'il y ait un maximum de liens entre le national et les territoires, puisque tous ceux qui vont être concernés par le développement des projets photovoltaïques, c'est tous les territoires français, chacun avec ses contraintes, ses problématiques, et l'objectif c'est d'avoir une construction nationale en lien avec les territoires. Donc on a abordé beaucoup de sujets sur le photovoltaïque aujourd'hui. Donc dans le photovoltaïque on parle de beaucoup de choses, toutes les installations en toiture, effectivement, qui existent depuis longtemps dans le secteur agricole, qu'il faut continuer à développer, qui ont un intérêt important, à la fois pour la partie aussi autoconsommation, avec l'augmentation du prix de l'énergie. Donc ça, il faut vraiment continuer à développer le maximum d'installations sur les toitures, c'est le plus simple et le plus judicieux. Les parkings, toutes les zones aujourd'hui industrielles en friche aussi qui peuvent être développées, il faut que ce soit une priorité pour développer des installations. Néanmoins, quand on regarde aujourd'hui l'ambition française, comme ça a été évoqué, de développer 100 gigawatts d'installations photovoltaïques à l'échéance 2050, il est clair que malgré tout, toutes ces installations-là ne suffiront pas. Et donc une partie des installations vont devoir intervenir dans le territoire agricole. Moi je ne dis pas que c'est juste, c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste un constat. Et ce constat, pour faire simple, si on fait 100 gigawatts d'installation d'ici 2050, si c'est les centrales au sol, c'est 100 000 hectares pour la France, de centrales au sol, 1 mégawatt par hectare. Si on parle de projets agrivoltaïques, c'est 0,5 mégawatts aujourd'hui par hectare, donc on est sur 240 000 hectares sur la France entière. Alors, quand souvent les gens disent oui, on va recouvrir les terres agricoles de photovoltaïque, juste pour vous dire qu'il faut quand même relativiser un peu les chiffres, puisque 120 000 hectares sur 19,4 millions de surface agricole utile potentiellement exploitable en France, ça fait 0,7% de la surface agricole française. Donc c'est pas négligeable, mais quand même, ça reste quand même une proportion de la surface qui est quand même très faible. Ce qui veut dire que les territoires seront tous concernés, mais peu d'agriculteurs au final seront concernés sur des projets d'une certaine envergure. Pour la partie en fait décret, on attend effectivement l'apparition sous peu, octobre, novembre, ça aurait déjà dû sortir d'un nouveau décret qui va traiter 2 sujets. Le premier, c'est l'agrivoltaïque, c'est-à-dire toutes les installations qui viennent apporter un complément à l'agriculture, que ce soit au niveau agronomique, sur la protection aux aléas, la grêle, etc. Et également pour le bien-être animal. Donc ce sont des projets qui normalement permettent d'amener des avantages à l'agriculture et qui permettent d'être cultiver des terres agricoles tout en produisant de l'énergie. Ce sont des projets qui en tout cas peuvent être vertueux pour l'agriculture et permettre à la fois et de produire de l'énergie et de conserver une agriculture. Dans le deuxième volet du décret, il y a aussi le volet installation des installations photovoltaïques sur les terres agricoles. Et là, ça traite du photovoltaïque au sol. Donc là, c'est les centrales photovoltaïques. Donc moi, je vais essentiellement parler de ça, puisqu'on a déjà beaucoup parlé d'installation en toiture, d'autoconsommation.
Donc sur les deux décrets, aujourd'hui, on discute, nous, au niveau national, avec le ministère de l'Agriculture, avec le ministère de la Transition écologique, avec le ministère de l'Énergie, la DGEC, sur l'ensemble de ce décret qui doit sortir, justement pour essayer de préserver au mieux le foncier agricole, pour éviter d'avoir des projets alibis, et pour éviter aussi d'avoir quelque chose de trop complexe, encore une fois comme on est des spécialistes en France, qu'il fasse qu'en fait on n'arrive à rien faire et à rien gérer, et qui favorise finalement les très gros opérateurs qui vont avoir des solutions pour faire des gros projets. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que des projets se fassent à l'envergure des territoires et qu'il y ait des tailles qui soient acceptables et moyennes au niveau des territoires. Donc l'objectif, c'est de faire un décret dans lequel on donne aussi un maximum de liberté et de réglementation locale à l'ensemble des acteurs du territoire. C'est que chacune des chambres d'agriculture et des syndicats locaux définissent ce qu'ils souhaitent dans l'application du décret sur son territoire en termes de développement. Là, on a des avis qui sont parfois différents selon les territoires. Il y en a qui sont totalement opposés aux centrales solaires au sol, d'autres qui l'acceptent dans certaines mesures. Donc l'objectif, c'est que chaque territoire définisse ce que lui souhaite chez lui en termes de développement. Sur la partie agrivoltaïque, et c'est là en fait que ça nous intéresse le plus, l'objectif, c'est effectivement que l'on ait des projets qui se développent, qui soient des projets qui amènent un avantage à l'agriculture. Il faut que ces projets ils se fassent aussi en ayant un partage de valeur où il y ait un retour qui se fasse aussi à l'agriculture. Donc la meilleure façon d'avoir un retour à l'agriculture, ce soit que les agriculteurs eux-mêmes portent des projets énergétiques sur leur exploitation. C'est ce qu'on veut essayer de promouvoir. Il y a de la place pour tout le monde, mais aujourd'hui, il faut que les agriculteurs et les territoires s'approprient l'énergie photovoltaïque demain pour développer eux-mêmes des projets. Et même si ça peut paraître inaccessible aujourd'hui, l'objectif c'est de donner les moyens à l'ensemble des producteurs de travailler sur des développements de projets, de faire des simulations économiques et de les accompagner sur la réalisation et le financement des projets. Donc là, le Crédit Agricole a effectivement expliqué déjà des solutions locales qui sont mises en œuvre, y compris au niveau régional avec d'autres caisses. Et l'idée, c'est justement de faire en sorte que les agriculteurs soient eux-mêmes porteurs de projets. Parce qu'effectivement, c'est le meilleur moyen que l'on conserve une agriculture en complément de l'énergie. C'est un avantage d'avoir sur une exploitation agricole un complément de revenus qui vient aussi de la production électrique, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'on subit un certain nombre d'aléas sur les exploitations au niveau climatique qui font que le revenu est instable, au niveau des marchés, au niveau des cours, l'inflation sur les intrants. Sur la partie photovoltaïque, moi-même, j'exploite des centrales photovoltaïques depuis un certain nombre d'années, notamment des serres photovoltaïques. Et une fois qu'on a bien fait une installation, comme ça a été dit, si ça a été fait avec un bon bureau d'études, un bon installateur et du matériel qui tient la route, la seule chose dont on dépend, c'est le soleil. Et aujourd'hui, on en aura plutôt plus que moins à l'avenir. Donc quelque part, c'est des installations aujourd'hui où le risque il est minime quand elles sont bien faites. Et moi, en tant qu'agriculteur, où j'ai beaucoup de personnel, un marché des fruits et légumes qui dépend de l'offre et de la demande et de la concurrence internationale, quand je me lève le matin et que j'ai des installations qui tournent sans personnel et qui dépendent que du soleil, je peux vous dire que quelque part, je me dis que ça serait bien d'en avoir un petit peu plus des fois. Donc, quelque part, il faut vraiment que le monde agricole s'accapare ce dossier de l'énergie pour justement développer des projets. Et nous, l'ambition qu'on a au niveau national, et on y travaille, c'est que le début, c'est de faire en sorte qu'on arrive à accompagner ces démarches sur les territoires en donnant des solutions avec des dispositifs aussi nationaux qui permettent de cautionner des projets, de faciliter les autofinancements et de travailler en partenariat aussi avec d'autres opérateurs sur le territoire, parce qu'on n'a rien contre les développeurs qu'il peut y avoir sur les territoires.
y compris d'ailleurs avec qui les producteurs peuvent s'associer pour des projets. Mais l'ambition, en fait, aujourd'hui, elle est là au niveau de la FNSEA. Après, il y a des sujets très complexes autour du photovoltaïque, évidemment, dont on peut rapidement parler. C'est la problématique des fermages, avec le prix des locations qui sont proposés aux propriétaires des terrains. Aujourd'hui, on entend des prix qui sont hallucinants, 2000, 3000. Moi, dans certains de mes départements limitrophes, il y a des propositions de loyer à l'hectare qui vont jusqu'à 10 000 € l'hectare. Et ça, évidemment, c'est pas acceptable, parce que ça crée des distorsions sur le prix de la location. Ça les crée aussi sur l'inflation du prix des terres agricoles. Et là, il faut évidemment qu'on évite que ça génère justement de l'inflation sur les terres, d'autant plus que, comme je l'ai dit, la proportion de terres qui vont être quand même concernées par des projets photovoltaïques, malgré tout, au vu et au regard du territoire agricole français qui est immense, va être quand même très faible. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'aussi on arrive à maîtriser et qu'on évite voilà, les distorsions sur l'ensemble des territoires. Donc bon, je ne sais pas si je pense, évoquer un peu tous les sujets. Je ne sais pas si vous avez des questions, je peux, ou des remarques, je peux évidemment y répondre.